Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backstage en compagnie de Sabrina. Salut Sabrina. Salut à tous. Et nous recevons aujourd'hui un comédien, pour changer, encore un comédien. Vous allez peut-être reconnaître sa voix, il s'appelle Kélian Blanc. Bonjour Kélian. Bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme indice Comme indice, on pourrait dire que vous m'avez tous entendu. Voilà. De toute façon, si jamais vous ne C'est reconnaissez pas, on verra ça après. On va en parler. On va en parler. Quoique, je sais pas en fait. Disons que c'est un peu important dans ma vie quand même. Ah Quand même. ouais, d'accord. Ouais, Ah, ça a pris une sacrée place. Hein. Ah bon, bah écoute, on verra bien alors. Comme d'hab, on va dérouler l'émission en 3 parties. Et la première partie sera ton profil artistique. Mon profil Ah artistique. ouais. Très bien. Donc on va partir un peu en mode questionnaire, Mhm. interrogatoire. Ok. Mais c'est sympa. J'ai l'habitude des gardes à vue, tout Bon. ça, donc c'est très bien. Intéressant. Tiens, on va rajouter une question. Mais même pas en plus. Disons que j'ai jamais fait une garde à vue de ma vie. Ah. Ça me manque, tiens, il va falloir que Eh ben, c'est peut-être, je coche cette case un peu. Est-ce que ce serait pas le défi de l'émission? Est-ce que c'est pas aujourd'hui? Est-ce que... Sabrina, je te laisse la main et c'est Allez, parti. c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Ouh là là, je suis prêt depuis des années déjà. Nom, prénom. Alors, Blanc Kélian, Nationalité. français. Ton âge. 35 encore. 35 encore. Bientôt 36, c'est pour ça. Dans quelques jours. Profession. Comédien. Depuis combien de temps? Depuis... j'ai 35 ans, donc depuis mes 10 ans. Donc depuis 25 ans maintenant. Hein. Oh, bravo. Ah, sacré perf, hein. Sacré perf. Ouais, j'aime pas faire ce calcul-là. Ça me fait... Voilà. Depuis un bon moment. Voilà, on va dire ça. Quels sont tes goûts musicaux? Mes goûts musicaux, je suis vraiment éclectique. Donc je peux écouter autant du classique que du hard rock, que du R&B, que du rap quand c'est bien fait. Il y a quand même une petite particularité sur les goûts musicaux et de la variété française, donc du Nino Ferrer, enfin vraiment de tout. Et j'ai de la chance parce que justement quoi qu'on mette comme musique, moi j'aime bien. Et ça, je trouve que c'est une chance. Je suis bon public en fait au niveau de. Oui, t'apprécies tout. Après, bon, t'as des préférences. Ouais, après, voilà. Après, les sons très, comment dire, très commerciaux, bah moi j'aime bien. Voilà, ça me plaît bien, j'écoute bien et ça me voilà. C'est assumé au moins. Voilà, bah oui, mais faut le dire. C'est de tout. Mais vraiment, je peux passer de radio classique à WeFM, en passant par Energy, Skyrock. Enfin, vraiment. Je change dès qu'il y a des pubs en fait. Ouais, très bon public. Très très bon public sur la musique. Très 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 bon. On va voir si c'est pareil pour la suivante. Ah, attends, vas-y, ouais. Est-ce que tu es un fan de littérature? De littérature, clairement pas. Non. Il y a des auteurs que j'adore, où j'ai lu quasiment tout, comme Bernard Werber, qui pour moi est un dieu vivant de l'écriture. Mais je suis pas un très très grand lecteur. Parce que je prends pas le temps. Il y a du Robin Hobb aussi que j'aime bien, tout ce qui est fantastique. Bon, après J.K. Rowling, évidemment. Mais je suis pas un très grand lecteur, non. Donc t'as pas d'œuvre qui t'a marqué un peu? Bah, si, il y a Bernard Werber, en fait, ses œuvres m'ont vraiment marqué. Les Fourmis, ça m'a vraiment marqué. Et sa trilogie, à la base, c'est une trilogie sur les Thanatonautes, l'Empire des Anges, et Nous les Dieux. Ça, pour moi, ça m'a vraiment marqué comme livre, et c'est un livre que je recommande à tout le monde, il est incroyable. Si je peux l'offrir, je l'offre à chaque fois. Bah, je prends note en tout cas, parce que je connaissais pas du tout. Tu connais pas les Thanatonautes? C'est la base. C'est sur l'histoire des voyageurs de la mort en fait. C'est des voyageurs qui arrivent à voir ce qu'il y a après la mort. Et qui voyagent, qui font des allers-retours pour expliquer ce qu'il y a après la mort. C'est incroyable. C'est génial. C'est fou. Tout très philosophique, avec en plus beaucoup de bases scientifiques dedans. Enfin, voilà. Bernard Werber, c'est Je vais une noter dinguerie. Ça, pareil pour la peinture, est-ce que tu as un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art? Alors, ça, vraiment pas du tout. Mais c'est même là-dessus, je dirais pas que c'est un dégoût, mais je n'arrive pas à comprendre. En fait, je n'arrive pas à m'émouvoir devant une peinture ou devant. Ça reste un dessin, quoi. Voilà, mais pour moi c'est ça. Alors c'est beau, des fois c'est très bien fait, mais quand je vois par exemple du Picasso en mode qui n'a aucun sens, je fais mais c'est moche. Moi ça me touche pas. C'est un des arts qui me touche très peu. Je peux pas l'expliquer, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà,
Je vais me mettre beaucoup de gens à dos à cause de ça. Mais, Plein d'auditeurs. mais oui, c'est ça. Voilà, mais voilà, je suis sans filtre, je le dis, voilà, ça ne me touche moins, pas, c'est ces honnête, choses-là. voilà. C'est vrai. Tu es plutôt audiovisuel, jeu vidéo ou théâtre? Je suis obligé de choisir parce que c'est clairement les trois. C'est clairement les trois. En plus, je suis sur Paris, donc il y a beaucoup de pièces de théâtre autour de moi. Jeux vidéo, je suis un grand fan de jeux vidéo depuis que je suis tout petit et je joue à tout ce que je peux jouer. J'ai un peu moins le temps maintenant, mais je joue quand même encore beaucoup. Trop, selon ma famille. Et audiovisuel, les séries, j'en bouffe comme jamais. J'ai eu pendant très longtemps la carte UGC illimitée. Bon, maintenant j'ai des enfants. Il est là le gros souci. Mais ouais, le cinéma, les séries, je suis un grand consommateur. Donc en fait les trois. Un peu moins le théâtre peut-être parce que ça s'organise plus et que du coup c'est moins facile d'accès. Mais si j'ai l'occasion d'aller voir une bonne pièce de théâtre, mais j'y vais. J'y vais. Et je joue moi-même au théâtre, donc voilà, forcément. Et tu as une œuvre qui t'a marqué dans ces trois thèmes, on va dire Ça pourrait être... Là, on part sur 8 heures à peu près de podcast. Non, mais en vrai, si on part sur les jeux vidéo, c'est les Final Fantasy qui m'ont le plus vraiment marqué dans mon histoire vidéoludique des jeux vidéo. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur les films, les séries, moi j'adore quand ça se passe mal à la fin. Genre la ligne verte ou des choses comme ça, pour moi c'est des chefs-d'œuvre. Des Alabama Monroe pour ceux qui connaissent pas, que je t'ai conseillé, Morgane, il faut que tu ailles regarder ce film. Donc voilà, je suis plus dans ce délire là moi de films. Après les séries, les animés, qu'est-ce que j'en mange aussi. C'est vraiment beaucoup trop. Et après théâtre, une pièce qui je pense m'a montré tout le potentiel au final du théâtre. C'est du théâtre de boulevard. En fait, c'est le Père Noël est une ordure. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un soleil à allumette pour piloter un avion Parce qu'allumette, ça prend 2 ailes, comme les avions, tête de con. Cette pièce de théâtre, elle m'a montré qu'en fait, on pouvait avoir autant d'émotions dans le rire, dans tout, en fait, mais en live, quoi. Et ça, je pense que c'est une des pièces qui m'a le plus marqué sur toutes les pièces que j'ai vues parce que non seulement elle est excellente, mais en plus elle montre le pouvoir du théâtre qui est incroyable, qui est fou. C'est en live quoi. C'est en direct et les émotions elles passent pareil. Et ça c'est incroyable. Et des fois même beaucoup plus intensément parce que tu le vois. Si c'est bien fait. Bien sûr. Pas toutes les pièces du coup, mais oui. S'ils arrivent à t'emporter et qu'il y a quelqu'un qui meurt sur scène et que toi t'es à fond dedans, oui la personne elle est vraiment en train de mourir devant toi quoi. Et donc forcément ça touche d'autant plus. Ouais, t'as raison. T'as carrément raison. Et concernant Harry Potter, c'est tu qui, le lui consommes plus. Alors attends, pourquoi Harry Potter? Pourquoi Harry? C'est qui C'est lui qui Harry? C'est qui Harry pour moi? Je peux situer qui est Harry pour toi. Voilà, qui est Harry Dans pour ta moi? vie. C'est un personnage que j'ai suivi pendant des années. Alors comme beaucoup de gens au final. Beaucoup de gens ont suivi Harry Potter pendant des années, mais moi plus particulièrement parce que je suis effectivement la voix de Harry Potter du premier film au dernier. Et donc c'est une aventure qui a duré 10 ans et qui m'a vraiment marqué et qui me suit encore aujourd'hui. Donc c'est On a une folie. récupéré les auditeurs perdus. Ah, ils sont revenus. C'est ça. Est-ce que c'était les mêmes du coup? C'est une bonne question. Il faut le dire à Dumbledore. Non. Dumbledore a assez de soucis comme ça. Et puis, je ne veux pas faire ce plaisir à Ombrage. Mais merde, Harry, cette femme te torture. Si les parents apprenaient ça... Oui, mais je n'ai pas de parents, d'accord? Donc la question concernant Harry Potter. Donc Oui. C'était quoi la question Harry quoi la Potter? question Parce que Tu le consommes plutôt comment Harry alors je Potter? le consomme Plus plutôt dans la non-consommation. Voilà. Pas En de fait, livres, pas de films, pas Si de en jeux. fait les livres, je les ai tous lus, je les ai adorés, je les lisais dès qu'ils sortaient. Ah oui. Donc avant les films. Mais maintenant que les films sont sortis, que je les ai doublés et tout, j'ai un rapport très très particulier et très professionnel avec Harry Potter. Donc j'aime beaucoup Harry Potter, j'aime beaucoup cet univers, je le trouve incroyable. Mais de là à le consommer on peut pas dire que, voilà, que je suis fan de Harry Potter. J'aime beaucoup cet univers, mais je pourrais jamais être à fond dedans comme beaucoup le sont. Parce que j'ai un regard qui est vraiment trop professionnel par rapport à cette œuvre. Mais t'as quand même revu les films. Je les ai vus, en fait, je les ai vus au cinéma, aux avant-premières.
Et je les ai clairement pas tous revus, non, derrière. Après, on est beaucoup de comédiens à ne pas regarder ce qu'on fait. Hein. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai doublées, que j'ai pas regardées au final, que j'ai jamais vues, je sais pas ce que ça donne, parce qu'on va se juger, on va se regarder, on va sortir du film. Donc en fait, ça nous gâche un peu les films, hein, quand on travaille dedans. C'est vrai que ça peut faire une petite brisure entre du coup le faire, après le revoir. Bah ouais, il y a un quatrième mur qui est un peu fissuré quand on travaille dessus, ouais. Mais les livres, du coup, tu les as lus Par contre, je les ai dévorés. Je les ai dévorés, les livres. J'ai lu les 3 premiers livres juste après avoir passé le casting, avoir passé les essais. Donc je savais pas que j'allais être pris et je me suis dit, tiens, de ce que j'ai vu sur les essais, ça a l'air plutôt pas mal, je vais me mettre au bouquin. J'ai dévoré les 3 bouquins qui étaient sortis. Et seulement après, on m'a appelé pour me dire que c'était moi qui ferais Harry Potter et j'étais trop content parce que j'avais vraiment dévoré les livres. Les livres, je trouve qu'ils sont magiques. C'est même quelqu'un qui ne lit jamais les Harry Potter, il va les dévorer. Il y a une vraie magie, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le bouquin, dans la vraie vie au final. Parce que beaucoup de gens qui ne lisent pas lisent quand même Harry Potter et ont lu Harry Potter. Et Mais nous y reviendrons. On y reviendra. Oh là là, c'est prévu, mais je ne sais pas. Hein, ouais. Comme j'ai dit, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans ce podcast. On va discuter. Moi, je suis en freestyle. On va pas péter le fil conducteur. Hein. Très bien. On a déjà eu des invités qui nous ont fait le coup. Bon, bah, très bien. Bon, bah, je me tais, voilà. Bon, alors on va donc passer à la deuxième partie. Ah, on est déjà à la deuxième partie. Oui, bah, mais tu vas voir que ça va être un peu plus long. Ah, très bien. Alors, dans cette deuxième partie, on va revenir sur ton actualité. Mm-hmm. Il y a peut-être des choses que tu fais en ce moment, il y a aussi peut-être des projets d'avenir proches dont on va essayer de discuter un petit peu. Très bien. Déjà, est-ce que tu as une actualité particulière là au moment où on se parle ? Dans le doublage, il y a une série qui est en cours et dont je peux parler parce qu'elle est déjà sortie, les premiers épisodes sont sortis. Donc on le fait en flux tendu un petit peu, ce qu'on appelle en simuldub. Donc quand ça sort au Japon, la semaine d'après, ça sort en France, qui s'appelle Frieren, qui est une série, donc un animé sur le thème du temps qui passe, qui est très philosophique, mais il y a quand même des combats dedans et que je trouve exceptionnel. Donc je fais Stark, le guerrier de la troupe. Qui est un jeune qui n'a pas vraiment conscience qu'il est extrêmement puissant, et qui a très peur devant les monstres devant lui, mais quand il se vénère, il les déglingue. Et j'adore ça. C'est vraiment un perso que j'adore parce qu'en plus il y a toute une petite histoire d'amour en plus à côté avec la magicienne. Où t'es en il est un peu amour bébête. avec Jeanne. Je suis en amour avec Jeanne, mais c'est dit sans être dit. Jeanne aime bien mettre des taquets, mais au final elle m'aime bien quand même. Comme dans la vraie vie, quoi. Comme dans la, c'est un peu ça se ressemble vraiment. Non, c'est vraiment un animé que je conseille d'ailleurs, qui est exceptionnel, qui est très bien animé aussi, justement dans l'animation, dans les dessins et dans l'animation du coup, dans les mouvements, les combats, ils sont extrêmement bien faits. Et donc c'est ça, mon actualité dans le doublage là en ce moment, c'est ça. C'est vraiment la série là qui cartonne, enfin le manga qui cartonne, de ce que j'ai pu voir en termes de ventes et de notes aussi, des critiques. Au Japon, c'est une dinguerie. C'est un carton total. C'est devenu dans le top 3 des animés. Pour l'instant. En termes de, si on prend juste les notes, évidemment, on parle des consommateurs. Après, c'est qui a raison, qui a tort. Mais c'est Full Metal Alchemist qui arrive en tête de tous les mangas confondus. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà, c'est ça. Je suis pas comédien, moi, je m'en fous. Et du coup, Frieren est passé devant. Devant en top 1 Devant Full Metal Alchemist. Wow, une dinguerie. Ouais, j'avoue, j'ai un peu les boules parce que Full Metal quand même. Ah non, mais c'est vrai. Après, franchement, on est clairement au balbutiement de Frieren pour l'instant. Parce qu'il y a eu 12 tomes peut-être qui sont sortis en manga. Ouais. Donc nous, on est en train de les rattraper là déjà. En animé, on doit être à peu près au cinquième tome. Donc on les rattrape très vite,
mais 11 tomes, c'est quoi sur un manga, quoi? C'est rien. Oui, ça dépend quel type de manga, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 60, 70, mais il y en a qui vont plus loin. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, on sait pas du tout où on va avec cette série, mais en tout cas, elle est extrêmement aimée, et je le comprends parce que ça change des mangas où c'est un personnage qui va s'entraîner, qui va devenir de plus en plus fort et qui c'est pas un shonen. C'est pas un shonen, voilà. Il y a toute une réflexion qui est philosophique, qui est vraiment en background de tout ce truc-là et qui fait que ça rend la série un peu autre, un peu à part, et c'est pour ça, à mon avis, que les gens apprécient. Ils disent, enfin, quelque chose un peu de nouveau. Et c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup cette série. Est-ce qu'il y a un autre petit projet en ce moment? D'autres petits projets, pas vraiment. Après, je suis sur un jeu vidéo. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, voilà. On peut dire ça. Il y a un jeu vidéo qui va sortir, voilà. voilà. Tu fais le mec bourré, c'est ça. Tu dis des Il y a un peu gros de tout. mots, des gros mots médiévaux. Je pense que vous m'entendrez forcément, étant donné tout ce que je fais, et on va forcément me croiser dans ce jeu vidéo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dans ce jeu vidéo. Okay. Et après, il y a un autre pan de mon actualité. Je peux pas dire que c'est mon actualité pour l'instant, mais j'ai envie de me diriger vers la direction artistique. Et ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. Ça me donne envie. Et j'ai commencé à en parler à droite à gauche à des chargés de prod et à plein de monde autour de moi. Et tout le monde me pousse, tout le monde me dit que c'est une très bonne idée et que apparemment, alors je sais pas si c'est le milieu de comédiens qui fait ça, mais tout le monde me dit que je ferais un très bon directeur artistique. J'attends de voir. Voilà. On connaît le milieu, j'attends de voir. Hein. Mais non, mais c'est quelque chose qui me donne envie en tout cas, et je le ferai pas à reculons et je le ferai pas par défaut si ça doit fonctionner un jour. Et parce que mine de rien, ça fait 25 ans du coup, comme je disais, que je suis dans le métier, et donc je connais un petit peu les tenants et les aboutissants de tout dans le doublage, et donc c'est un nouveau pan de ma carrière que j'ai envie d'embrasser là, et je vais tout faire pour y arriver. Qu'est-ce qui t'attire dans la DA? C'est de diriger les comédiens. Je trouve ça extrêmement gratifiant, et en fait c'est d'avoir son petit bébé. C'est-à-dire que quand on te donne un projet, le directeur artistique, c'est vraiment lui qui va donner l'âme au projet, et c'est ça qui me donne envie. Parfois dans le doublage, je suis un peu frustré de ce qu'on me demande de faire ou de comment je le fais, et je sais que j'aime beaucoup, et je le fais parfois avec Jeanne justement qui est à côté de moi, donner des conseils. Alors parfois ça peut être mal pris, mais trouver la bonne phrase qui fait que ça va améliorer la scène, la petite phrase qui fait que oui, j'ai compris là où faut aller. Ok, vu que tu m'as dit ça, je vais y arriver, je vais le faire un petit peu différemment et ça va améliorer le projet. Et ça, en fait, depuis toujours, j'ai adoré faire ça. Je sais que sur Harry Potter, parfois, Jenny Gérard me laissait les clés et me disait j'ai des trucs à faire, là, j'ai pas le temps. Tiens, c'est toi qui vas diriger. Tiens, c'est toi je te fais confiance. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût à ce truc-là. Mais t'es pas crédité en tant que DA. Non, parce que c'était vraiment, c'était pas des longues périodes non plus, mais ces petites périodes, en fait, j'ai vu que ça m'avait déjà piqué à l'époque, et j'avais vraiment apprécié faire ça. Et tous ceux qui m'écoutaient, ou quand je prenais le rôle vraiment à cœur en plus, parce que Harry Potter, je voulais vraiment faire du bon taf. Donc quand elle me disait, tiens, c'est toi qui dirige là pendant la prochaine heure là, parce que il faut que je fasse un truc. C'était Jenny Gérard, ceux qui la connaissent comprendront. et en fait, ce que je disais, les gens l'écoutaient, les comédiens l'écoutaient, et même si c'était des adultes. Et c'est là que je pense que j'ai pris un petit peu goût, et que ça trotte dans ma tête depuis un moment, et je pense que voilà, là c'est le moment de me lancer. Je fais une petite parenthèse, on a cité plusieurs fois une certaine Jeanne, il s'agit de Jeanne Tellier, qui est comédienne avec toi donc sur Freerun. Sur Freerun, ouais, et qui fait justement la magicienne, et donc on est en duo tout le temps. Voilà. Et je la connaissais pas du tout avant, et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle avait travaillé chez nous auparavant sur une série qui est à venir aussi sur France Télévisions, dont on peut parler, Paperport, qui est le premier rôle de la série, donc c'est un talent en devenir, on va dire. C'est quelqu'un. C'est ça, voilà. C'est ça, et on peut dire qu'elle commence dans le doublage, c'est une nouvelle voix qui arrive, et donc on parle beaucoup, on s'apprécie beaucoup, et elle accepte tous les conseils que je lui donne en plus, donc
Donc c'est cool, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Des choses dans le théâtre, peut-être? Le théâtre, en fait, je joue à l'Aquarium de Paris, mais en fait, je suis remplaçant des 2 comédiens qui sont là, dont mon frère qui lui est titulaire là-bas. Et donc c'est des pièces plus portées sur les enfants, et donc c'est ça que je fais régulièrement. En ce moment, voilà, c'est ça l'actualité au niveau du théâtre, c'est ça pour le moment. D'accord. D'autres plans, d'autres envies? Oui, il y a d'autres. Enfin, j'ai 1000 envies après. Hein. Mais je sais j'ai ouvert une chaîne Twitch il y a un moment. Ah. J'ai ouvert une chaîne Twitch il y a un moment. J'y suis plus allé depuis un moment. Du coup, ça fait longtemps. Et là, j'ai un peu plus de temps parce qu'il y a clairement moins de travail là en ce moment, à cause probablement de la grève des scénaristes. Oui, qu'on a déjà évoqué dans les épisodes précédents. Et donc, il y a moins de travail. Et donc, ça me laisse un peu plus de temps. Et je me dis que c'est peut-être le moment de me relancer dans Twitch parce que j'avais quand même une petite communauté qui commençait à être là, même si je streamais pas forcément très régulièrement. Et donc là, j'ai un peu plus de temps. Donc, je vais essayer de faire ça régulièrement et voir ce que ça donne, parce que ça me permet aussi de rencontrer les gens qui sont fans d'Harry Potter, et c'est beaucoup, la communauté est beaucoup... Il y a beaucoup de fans d'Harry Potter dedans, et ça permet de discuter avec eux un peu plus longtemps que si c'est en convention ou tout ça, où on se voit 3 minutes et on peut pas faire plus parce qu'il y a du monde derrière. Et donc là, ça permet de moi jouer à des jeux vidéo, avoir une excuse à la maison pour dire non mais là il faut que je stream, comme ça je joue, et en même temps discuter avec tous ces gens-là qui sont très intéressés non seulement par le doublage mais par Harry Potter et tout ça. Et je fais ça avec grand plaisir, et c'est pas du tout une contrainte pour moi. Donc là, je compte bien m'y remettre. Voilà. Et les conventions, d'ailleurs, là, t'en as régulièrement? Oui, les conventions, j'en ai très régulièrement. Je me suis limité à peu près à une par mois. Oui, c'est déjà bien. Mais ce qui est déjà bien, mais je pourrais faire plus. Si je voulais. Voilà. Une certaine Brigitte qui en fait tous les week-ends. Mais non, mais voilà, je me suis un peu limité en me disant pas plus d'une par mois, ce qui est déjà pas mal. Mais donc je fais le tour de France pour rencontrer les gens, prendre des photos, faire des dédicaces et discuter un petit peu avec les gens. J'essaie de discuter avec tout le monde. C'est pas un peu frustrant ça d'avoir juste vraiment 1 minute, 2 minutes avec chaque personne? Mais en vrai, moi, alors ça me plaît d'aller à la rencontre des gens. Je pense que c'est beaucoup plus frustrant pour les gens qui viennent me voir que pour moi, parce que après moi je vois beaucoup de monde, mais je pourrais pas discuter une demi-heure avec chacun. Voilà, on le sait. C'est pour ça aussi que la chaîne Twitch elle est pas mal pour ça. Mais pour les photos, pour faire des photos, pour faire des petites anecdotes pendant 2-3 minutes comme ça, j'essaie de prendre le temps de discuter 2-3 minutes à chaque fois, même si parfois les organisateurs râlent parce qu'il y a du monde derrière, mais c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. Ça c'est toujours compliqué. Mais donc c'est pour ça aussi j'en fais assez régulièrement, 1 fois par mois je fais le tour de France durant l'année. Pas mal. Et c'est plutôt sympa. On t'a proposé d'aller hors de la métropole? Oui, il y a eu un moment là où j'ai été invité à Nouméa. Pendant 2 semaines. Donc, pour une convention. Ça avec un grand sourire. Parce que c'était incroyable. Ça a du mal c'était incroyable. C'était fou. Alors, j'y suis allé et j'ai vraiment kiffé là-bas. Mais je suis revenu très frustré. Parce que du coup, qui dit une invitation à Nouméa, dit des frais, clairement, ça coûte cher. Et donc forcément, ils avaient beaucoup de partenaires et il fallait que j'aille voir tous les partenaires. L'interview pour Énergie, l'interview pour la télé, pour tout ça, tous ceux qui ont aidé la région. Il y a des obligations. Et du coup, j'ai pas eu le temps de visiter de ouf, quoi. Et donc j'en reviens plutôt frustré de pas avoir vu. J'ai fait des superbes rencontres, ça a été excellent, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Mais sur la visite pure et dure de l'île, compliqué quoi. C'est ça. Bon, voilà. Mais bon, je suis quand même allé à Nouméa. C'est quand même stylé. C'est cool. C'est cool. 24 heures de vol. J'allais demander. 24 heures de vol. Une petite escale. Escale non, escale de quelques heures quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est quoi, un petit Dubaï, c'est Singapour pour arriver et retour Tokyo. Ah oui. Oh. D'ailleurs, Tokyo, une dinguerie, alors là, franchement, là, j'ai une chance incroyable. Ah, t'as le temps de t'arrêter dans ma à vie, Tokyo? non, mais ma vie fait que j'ai de la chance. Donc en fait, les hôtesses de l'air ont appris que j'étais dans l'avion. Donc j'ai pris une photo, tout ça, avec elles avant de monter dans l'avion. Et arrive le temps où en fait, elles en parlent au pilote que je suis dans l'avion.
Et le pilote, il a ses enfants en plus, je crois, dans l'avion aussi, et qui me demande si je veux venir dans le cockpit, voilà, pour discuter, pour voir un peu. Donc évidemment que j'y vais. Et donc on discute, ça se passe bien pendant 1 heure et demie. On parle. Arrive au moment où on va arriver sur Tokyo. Et il se retourne, il fait tu veux rester ici pour l'atterrissage? Et donc j'ai fait l'atterrissage à Tokyo avec visu sur le mont Fuji droit devant. Dans le cockpit. La vue qu'on verra jamais. Voilà, non, mais c'est une chance incroyable. Ah ouais. Et ça, je m'en souviendrai. Hein. Ça, clairement, je m'en souviendrai. Donc, j'ai atterri à Tokyo dans le cockpit avec vue en direction Mont Fuji tout du long, quoi. Ouais, une dinguerie. Ça m'énerve. On va arrêter le podcast ici. Là-dessus, j'ai eu une chance incroyable. Mais oui, mais ça, c'est les souvenirs. Ah bah ça partira pas. Et par contre, interdiction de filmer. Donc, j'ai aucun souvenir. Évidemment. Aucun souvenir. Enfin, aucun souvenir filmé, tout ça, photo ou quoi. Des avions, Bien sûr, je comprends, mais du coup, c'est que dans ma tête, quoi. Voilà, c'est un souvenir qui est dans ma tête et qui partira pas de sitôt. Ah bah allez, on va revenir sur des choses un peu moins drôles. Ouais, c'est ça. Troisième partie. On va revenir aux origines. Aux origines. Aux origines. C'est aux ça. origines de Kélian Blanc. Voilà. D'où qui nous vient, Kélian Blanc? D'où qui nous vient? D'où qui nous vient? Je viens d'où? Je viens en fait de la banlieue parisienne. Ouais. Je viens de parents profs, donc aucun rapport aussi. Ouais. Mes parents sont profs et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon frère a fait du théâtre très jeune et moi, en fait, je lui faisais répéter tous mes rôles. Enfin tous ses rôles plutôt, et ce qui faisait que je faisais la vieille dame, je faisais l'adulte, la fille de la pièce, pour le faire répéter son rôle à lui. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à jouer la comédie. Formation sur en le formation, voilà, c'est ça. C'était dans la famille, c'était à moi, je sais pas pourquoi, de faire répéter à mon frère. C'était comme ça, c'était défini. Quand mon frère avait un texte à apprendre, et ben c'était moi qui devais lui lire le texte et faire tous les autres rôles. Et en fait, j'ai appris à jouer la comédie comme ça. Ah, c'est drôle. Et pourquoi je suis arrivé dans le monde du doublage, du coup? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils sont venus chercher des enfants dans le doublage, dans la troupe de théâtre de mon frère. Et d'ailleurs, mon frère a commencé le doublage comme ça. Ah, mais parce qu'en fait, il y avait donc ton frère qui faisait ça à l'école. C'est même pas à l'école, c'est la troupe de théâtre de quartier en fait. Troupe de quartier. Ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment la troupe de la ville où attends, du coup, il y a des recruteurs de doublage qui sont venus dans la petite troupe du coin. C'est ça, parce qu'ils connaissaient quelqu'un. Voilà, c'est un coup de chance incroyable. Et en fait, ils ont fait essayer tous les enfants de la troupe de théâtre. Mais moi, du coup, j'y étais pas, parce que moi, j'étais pas dans la troupe de théâtre. Et ils ont fait essayer comme ça. Et ceux qui s'en sortaient bien ont commencé le doublage. Et en fait, on peut sortir des noms comme Olivier Martret, qui fait Ron Weasley, fait partie de la même troupe. On peut sortir des noms comme Brice Tournac, qui fait Malcolm, par exemple. Mais fait non, partie de la même troupe. Oui. Ah, et mon frère qui a fait Percy dans Harry Potter. Attends, ton frère, il fait Percy dans Harry Potter. Ouais, et qui a fait par exemple aussi Gérald dans la série Arnold. Bah oui. Et c'est mon frère aussi qui fait Gérald. Oh, et donc il a commencé comme ça, sauf qu'il a commencé très jeune aussi, donc il n'avait pas mué quand il commençait. Et arrive un jour, au bout d'un moment, il mue, donc il ne peut plus faire les enfants, mais on continue de l'appeler pour les enfants. Et sauf que moi, en fait, je le suivais partout dans les studios, j'étais moi derrière en mode loose day à regarder et à apprendre le métier et à apprendre le doublage en étant derrière et en m'entraînant dans mon coin, comme ça, assis sur une chaise. Et c'est à l'époque, en plus, c'est comme ça que les gens apprenaient le doublage. Ils venaient assister. Ce qu'on appelle assister, c'est-à-dire qu'ils venaient dans les studios, ils s'asseyaient dans un coin et ils regardaient comment ça se passe. C'est comme ça qu'ils apprenaient. En fait, moi, j'ai appris comme ça, en regardant mon frère faire du doublage pendant 2-3 ans, comme ça, solo. Et donc, il arrive le jour où il mue. Et on l'appelle toujours. Et mes parents ont la bonne idée de dire, on peut faire essayer le petit frère. Voilà, vous faites essayer, de toute façon, il est là. Donc, faites-le essayer, on verra bien. Et là, en fait, première prise, aucun problème, aucune faute, je me trompe pas, je suis dans le ton juste, je suis synchro, tout va bien. Et 2 semaines après, j'ai 18 coups de fil pour me faire bosser. Ah ouais. Parce qu'en fait, celui, et malheureusement, je ne me souviens plus de qui c'était, qui m'a fait essayer pour la première fois. Ah ouais, pas de souvenir. J'ai pas le souvenir. Je vois l'ambiance, je vois la scène. J'avais 10 ans.
Ah ouais, ça fait peut-être un peu loin, ouais. Et en fait, je vois très bien le studio, je sais que c'était à Dubbing, je sais, je vois la configuration, je me souviens qu'il m'avait fait essayer dans la cabane, ce qu'on appelle la cabane, c'est-à-dire ils mettent des rideaux un peu partout autour de nous pour faire des sons extérieurs. Mais je me souviens plus de qui est le DA qui m'a fait essayer, parce qu'en fait, ce DA, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il est allé dans le couloir de Dubbing et voir ses copains DA, et disait, j'ai trouvé un enfant pour faire des doublages, c'est une folie. Ça, il s'en sort très bien, c'est trop bien. Et c'est pour ça que derrière, j'ai eu une dizaine de coups de fil dans 2 semaines derrière, parce que ça s'est étendu comme une traînée de poudre. Voilà, tout le monde a voulu me faire travailler derrière, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et t'as eu quoi comme type de projet avant Harry Potter là pendant tes 2 ans? Oh, j'en ai eu beaucoup. Ma première série, c'était une série qui s'appelait Ralph et qui est introuvable. Ouais. C'était une série de marionnettes chats. Voilà. Et c'était une de mes premières séries. J'ai eu mon premier téléfilm. Pareil, c'était un téléfilm. Alors je crois que c'était allemand et c'était un enfant qui était en vacances et qui tombait sur des diamants. Et il y avait des voleurs qui voulaient récupérer ces diamants. Voilà. Et donc je me souviens très bien de l'histoire. C'était Marie-Christine Chevalier, je crois, qui m'avait fait travailler là-dessus. Ça, c'était mon premier téléfilm. Et peut-être un an plus tard, mon premier film au cinéma, c'est un film qui s'appelle Salmôme, un film avec Bruce Willis. Ah oui. Et ça, c'est mon premier film cinéma. Voilà, mon premier 35, comme on dit. Mais après, entre-temps, il y a eu beaucoup des petites séries, des petites Disney. J'ai fait Zip dans La Belle et la Bête, dans la version DVD. J'ai fait dans Peter Pan 2, j'ai fait Les Jumeaux. J'ai fait, voilà. Enfin, après, il y a plein de petits rôles à droite à gauche comme ça, qui m'ont fait grandir. Donc t'as été épaulé au cinéma par Patrick Poivet. C'est mon mentor, clairement. Bienvenue à la fête, camarades! Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message. Vous auriez dû faire une note de service. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Yippee-ki-yay, pauvre con. Patrick Poivet, c'est mon mentor parce que, en plus, dans le film, vu que c'était mes débuts, le directeur artistique avait fait le choix de me faire tout seul pour prendre le temps de bien faire les choses. Et moi, pas folle la guêpe, ah oui, mais c'est un film avec Bruce Willis, moi j'aimerais bien quand même faire quelques scènes quand même avec Patrick Poivet, parce que là je suis tout seul, c'est pas rigolo, voilà. Et en fait, il n'était pas du tout dispo. Patrick Poivet, parce que ça correspondait pas avec les jours où j'étais là, parce que tout était déjà calé. Et en fait, un jour, il arrive sur le plateau, dans le studio. Il n'était pas prévu et juste, il avait entendu dire que j'aurais bien aimé faire quelques scènes avec lui, et il était venu exprès dans le studio pour faire 2-3 scènes comme ça. Me donner des conseils et tout. J'ai bu ses conseils comme jamais. Donc pour moi, ça fait partie, voilà, de mes mentors, du coup, de ceux qui m'ont appris des choses et une classe incroyable, quoi. Il était venu, il était pas du tout obligé, c'était pas prévu. Il avait pris sur son temps libre juste pour venir me voir. Quelle classe, quoi. Quelle classe. Génial. Mec. J'ai malheureusement pas eu la chance de le connaître très longtemps, mais le peu que j'en ai connu, ça colle bien aux personnes. Oui, une bienveillance incroyable. Et donc voilà, je me souviens très très particulièrement du moment où il est arrivé, des yeux que j'avais et de tout ce qu'il m'a dit, de tous les conseils que j'ai bu et que je fais encore aujourd'hui, quoi. Les conseils qu'il m'a donnés à l'époque, je les utilise encore aujourd'hui. Donc c'est incroyable. Ça s'oublie pas. Hein, ouais, c'est ça s'oublie. Bah non, c'est des trucs qui restent là, voilà. Ça j'oublie pas. Et du coup, donc tous ces petits rôles, c'était avant Harry Potter, c'est ça? Oui, il faudrait regarder, mais à peu près. Oui. Il y a eu 7 à la maison aussi, où j'ai remplacé. C'était Hervé Grull, je crois, qui faisait Simon à la base. Ouais, j'en ai parlé avec Hervé il y a genre 3 semaines. Sauf que lui, ouais, lui en fait, il a mué à un moment où le personnage, lui, n'avait pas du tout mué. Ouais. Et donc moi, j'ai pris le relais. Puisque j'avais pas mué, et au moment où le personnage mue, moi j'ai pas du tout mué encore, et donc Hervé a repris après derrière son perso. C'est juste que j'ai fait l'interlude au moment où Hervé avait mué et que le personnage pas du tout, quoi. En plus, je le vois bien, le petit Simon, moi, parce que je regardais beaucoup, mais faut pas le dire. C'est ça. Et oui, c'est la première grosse série vraiment que j'ai fait. Ouais. Mais si on remonte comme ça, j'ai fait des guests dans Charmed, dans Smallville, dans des trucs comme ça. Enfin,
J'ai eu trop de chance. La liste est longue. Bah oui, et en vrai, je m'en souviens pas de tout. C'est impossible. J'ai fait trop de trucs pour me souvenir. J'ai les marquants comme ça. Mais tout ce que j'ai fait, et même sur Wikipédia. Alors c'est pas moi, j'ai pas du tout ouvert Wikipédia. Je sais pas qui a fait ça, qui a fait ma page Wikipédia, mais bon, elle existe et elle est mise à jour, ce qui est très étrange étant donné que moi je n'y touche pas. Je sais pas qui fait ça, mais en vrai, quand on voit la liste, en vrai de vrai, il manque au moins la moitié. Il me semblait bien parce que pour l'avoir lu un petit peu, pour faire mes recherches et tout, j'avais pas vu la moitié de ce dont nous on avait parlé même en privé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, la majorité des films que j'ai faits, il faut le dire, c'est des téléfilms allemands qui passent le mardi à 14h, que personne ne regarde, et que voilà, c'était la majorité du taf à un moment. Il y a un flic et un chien, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et c'est la majorité, et ça, pour retrouver, bonne chance. Hein. Retrouver ce que j'ai fait là-dessus. Tous les téléfilms comme ça, voilà. On les retrouvera pas. Mais du coup, par la suite, tu as eu le fameux rôle Voilà, il y a vers mes 12 ans à peu près. Et comment ça arrivait, comment le casting et tout, comment t'as su qu'il y avait un casting du coup pour ce film aussi En fait, il faut savoir que dans le doublage, on ne choisit pas de faire des castings. C'est qu'on pense à nous pour nous mettre sur des essais. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des castings, on appelle ça des essais. Et c'est le directeur artistique qui dit, tiens, je vois bien ce comédien pour ce rôle. Je vais lui demander de venir faire des essais. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que parmi tous les coups de fil, il y a eu un coup de fil et qui disait juste, il y a un film qui va arriver, là, il y a un enfant dessus, est-ce que ça te dit de venir faire des essais? Voilà. T'avais pas plus d'informations? Pas plus d'infos. Et quand je suis arrivé dans le studio, on me fait, voilà, ça s'appelle Harry Potter, c'est l'histoire d'un petit sorcier à qui il arrive plein d'aventures. Qui est-ce que tu veux essayer? C'était carrément ça. Hein. Il me dit, il y a plein d'enfants, donc qui est-ce que tu veux essayer? Donc, ça s'appelle comment? Harry Potter, ok. Je vais essayer Harry Potter du coup, hein. Voilà. Heureusement qu'il n'a pas dit Cédric Diggory. Il n'existait pas à l'époque. Il n'existait pas. Et donc du coup, je fais les essais sur Harry Potter, mais je fais aussi les essais sur Ron. Parce que je vois que, on m'explique un peu comment ça se passe et on me dit c'est un trio et il y a Harry Potter et Ron Weasley, son meilleur ami. Je fais je vais essayer Ron aussi, comme ça je me donne 2 fois plus de chances d'être dans le projet. Et donc c'est comme ça que j'arrive sur Harry Potter au final. Mais en n'ayant aucune idée, pour moi à la base c'était un projet comme un autre. Et attends, mais c'est le hasard du coup que tu retrouves ton pote Olivier dans... Alors oui, en fait Olivier fait partie de la troupe de théâtre mais dans une génération d'après. Donc je le connaissais pas. D'accord. Je le connaissais pas parce qu'il n'était pas dans la même catégorie d'âge que mon frère au final. Parce que je crois qu'il a 1 an de moins que moi, Olivier, et mon frère a 2 ans de plus, donc ça faisait il y a 3 ans d'écart. Et donc ils n'étaient pas dans la même catégorie de théâtre. Donc je sais qu'il vient de là, et parce qu'en plus sur Harry Potter c'était pratique, vu que c'était la même ville, c'était la ville de Gagny. Et donc très régulièrement on y allait ensemble. Du coup c'était soit mon père qui amenait Olivier et moi dans le studio, soit les parents d'Olivier qui nous amenaient tous les deux. Mais il y a ton frère a un rôle aussi, donc. Ouais, qui fait Percy Weasley. Pareil, il a été casté en même temps. Alors clairement, j'ai demandé à Jenny s'il y avait pas un petit rôle pour mon frère pour pouvoir le placer. Hein. Retour d'ascenseur. Mais oui, en vrai, oui, si je suis dans le doublage, c'est grâce à lui. Et quand je peux lui renvoyer l'ascenseur, je le fais. Voilà. Ouais. Évidemment. Il y a eu des interactions avec J.K. Rowling ou J'ai rencontré quasiment tout le casting, dont J.K. Rowling. Attends, tout le casting. Tout le casting original. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. En fait, grâce aux avant-premières. Alors Emma, elle est aussi bien. Elle est mieux. Elle est mieux. Ouais. Mais je l'ai rencontrée quand elle était avec un Français, rugbyman, et qui était à côté. Donc je me suis calmé. Voilà. Un joueur connu non, mais il était rugby. C'était pas du tout. C'était à l'époque où même lui, il devait avoir 16 ou 17 ans. Ah ouais. Donc c'était juste un rugbyman qui jouait, qui était baraque, quoi. Wow. Mais donc j'ai regardé le film à côté d'Emma Watson, à côté de. On s'installait dans la salle de ciné et les salles, les places réservées étaient à côté en fait. Ah mais attends, c'était des avant-premières? Oui, c'est ça. C'est aux avant-premières au final où ils venaient en France et donc il y avait des petites rencontres d'organiser et on finissait par regarder les films tous ensemble. Oh, c'est génial. Et c'était incroyable. Vous avez fait ça pendant 10 ans ou c'était vraiment le début seulement? C'était pendant 10 ans. Ouais. Ah en fait, mais on rencontrait pas les mêmes à chaque fois.
C'était par exemple sur je dis n'importe quoi, hein, mais sur les 2 premiers films, c'était Daniel Radcliffe qui venait. Sur les 2 autres, il y avait Rupert Grint. Après, il y avait Emma Watson. Après, il y avait J.K. Rowling. Après, voilà. Oui. Jusqu'au dernier où il y avait quasiment tout le monde. C'était une avant-première à Bercy qui était incroyable devant 8000 personnes. Mais Et nous, on monte sur scène. Et, c'était ça. fou cette histoire. Et il y a, je sais pas, qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans? Vous vous serrez la main, vous dites, ah, on s'est déjà vu, ou il se souvient pas? Non, en vrai, on n'a pas rencontré, à part, j'ai oublié son nom, Tom Felton. À part Tom Felton, que j'ai rencontré lui en convention en plus, où j'ai passé des week-ends avec lui. Mais les autres, je les ai rencontrés une fois en fait. Ils sont venus une fois et une rencontre une fois. Mais on s'est pas revus après derrière. Ça a l'air d'être un bon gars, Tom Felton. C'est un très bon gars, très gentil et ouais, voilà, pour avoir passé des week-ends avec lui, il est vraiment sympa. C'est marrant. Vraiment cool, vraiment, ouais, complètement. Et puis c'est un vrai fan d'Harry Potter aussi. Hein. Lui, de l'œuvre Harry Potter, et tiens, c'est alors, un grand fan. On viendra à parler un petit peu de l'impact d'Harry Potter sur ta carrière après, mais sur lui, tiens, j'ai l'impression que ça a un peu stoppé sa carrière de comédien, ça aussi, non? Sur Daniel Radcliffe, tu veux dire, ou Tom Felton? Tom Felton, on le voit pas tant que ça. Tom Felton, ouais, c'est vrai qu'il a pas fait grand-chose d'autre derrière. Alors pourquoi? Est-ce que c'est un choix de sa part? Ou est-ce que c'est qu'on l'a plus appelé? À l'époque, de souvenirs, enfin, je sais pas toi, parce que t'es peut-être plus fan que moi, mais il me semblait que les gens l'avaient pris en grippe, quoi. Bah, il a été très vite quand même adulé par les fans d'Harry Potter. Ah ouais? Ouais. C'était un emblème, Voilà. Tom Felton. Alors que le personnage est détestable. Il y en a même qui défendent le personnage derrière, alors qu'il est indéfendable, clairement. Quand on y réfléchit. Quoi, toi, tu vas défendre, c'est ça? Oui, je défends. Mais comment le personnage? Mais je peux pas. Tu ne peux pas le m'empêcher, défendre, le personnage. Je peux pas m'en empêcher de me dire que oui, mais après, il était pas bien entouré dans sa vie, que. Ah oui, non, bah, c'est facile de dire ça. On peut faire des conneries quand on n'est pas bien entouré, c'est bien ça. C'est Charles Manson aussi, t'es pas bien entouré. Voilà. On peut Hannibal Lecter non plus, il était pas bien entouré dans sa vie. Hein. Ils ont bien réussi En fait, je pense qu'en fait, ils ont même pas essayé de le faire être adoré par les fans, en fait. C'est juste, Non, en fait, ils ont fait le personnage. L'acteur, il était bien, et juste les jeunes filles étaient genre, ah mon Dieu! Oui, après, c'est un beau gosse. Et en fait, voilà. ça l'a suivi toute sa vie, encore maintenant, les gens. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est contrairement. C'est pas du tout le même personnage et le comédien. Hein. Et lui, je sais qu'il avait fait dans La Planète des Singes, il me semble. Oui. Il a eu un petit rôle. Ah, mais il joue un petit salopard dans La Planète. Et il faisait toujours un salopard. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est con. C'est con parce qu'il aurait dû, quitte à revenir, pas faire un salaud, quoi. Après, même si sa carrière, elle est escalée, il a quand même 2 rôles majeurs dans 2 licences majeures. C'est quoi le deuxième? La Planète des Singes, c'est pas non plus négligeable, quoi. Ah oui, oui, c'est pas un gros rôle. Non, mais bon, c'est quand même par lui que les choses se déclenchent. Oui, c'est vrai. mais oui. Non, mais après, il est pas à plaindre. Hein. Non, je pense pas. Soyons clairs. Je pense que ça va aller. Super intéressant ça. J'avais pas conscience. C'est vrai que j'avais pas réfléchi aux avant-premières, au fait que vous vous croisiez. C'est ça. Et puis il y a vraiment une petite rencontre à chaque fois qui était un peu organisée en off, dans les coulisses, où on pouvait discuter. Alors pas très longtemps, mais on a pu discuter un peu avec tout le monde. C'était quoi leur regard sur la version française? En fait, les discussions, c'était surtout comment on travaillait. Je leur ai expliqué que nous, au final, on avait 2 semaines et qu'on faisait ça en 2 semaines et qu'on n'avait pas le texte avant, qu'on n'avait pas les images avant et qu'on savait rien, qu'on regardait la scène 30 secondes avant de la faire et que derrière, on se lançait et il fallait aller assez vite. Et en fait, ils étaient assez hallucinés. Eux qui passent 2, 3 mois, 4 mois des fois sur les plateaux pour faire un film, nous, on bombarde en fait. Et donc, c'est pas du tout la même manière de travailler. Les discussions étaient beaucoup là-dessus. Sur notre manière de travailler comparé à eux, ça n'avait aucun sens pour eux en fait de pouvoir faire ça en 2 semaines. Ah, c'est marrant. Alors que c'est comme ça le doublage. Et encore 2 semaines, c'est parce qu'on avait du temps. Hein. C'est vrai que 2 semaines, ça me paraît long et court. Court par rapport à la montagne de travail, mais long quand on connaît comment ça se passe. Voilà, c'est ça. En prod, ouais. Le dernier rôle principal vraiment que j'ai doublé dans un film, j'ai mis 1 jour et demi à faire le rôle. Et alors que là, j'avais 2 semaines. Oui, on a déjà vu des films se faire en 2-3 jours. Hein. Voilà, oui. C'est ça. Et donc c'est pour ça. C'est par rapport au monde du doublage, 2 semaines, c'était quand même beaucoup. Mais comparé à l'œuvre originale, c'est très peu, effectivement.
On va venir à un moment peut-être un peu moins sympa. Ça arrive dans la vie. Ça arrive au meilleur. Voilà. Après avoir dépensé les sous d'Harry Potter. C'est ça, tout dépensé, être ruiné. Oh là là, la rue, du coup, comment ça s'est passé, la rue? Bien sûr, la rue. Non, blague à part, ce rôle a eu un impact sur ta carrière? Ce rôle a eu un énorme impact sur ma carrière et pas forcément dans le bon sens, effectivement. Voilà. Je trouve que c'est intéressant qu'on vienne à parler de ça parce que la plupart des gens, quand on leur parle de doublage ou de rôle important ou de personnages iconiques, tout le monde a les yeux qui brillent, bien évidemment. Évidemment. Mais il y a un contre-coup parfois. Mais oui, parce qu'en fait, le doublage, c'est un monde aussi de l'ombre, où on est dans notre studio à la base et on fait notre truc dans notre coin, dans un studio dans le noir et on repart et personne ne nous connaît. Sauf que Harry Potter, c'est tellement le rôle le plus iconique qui existe, on peut pas faire plus énorme que Harry Potter au final en rôle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient tiens, on va pas mettre Kellyanne sur ce rôle parce qu'il a fait Harry Potter et on veut pas que ça fasse Harry Potter. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de rôles que j'ai pas eu à cause de ça. Malheureusement, même si voilà, j'ai tendance à dire ça, je le dis beaucoup, mais si on me donne le choix entre refaire Harry Potter ou tous les rôles que j'ai pas eu, et ben au final, je refais Harry Potter parce que c'est trop bien. Mais financièrement, ça aurait été bien plus avantageux pour moi de faire tous les autres rôles. Ouais. Parce que Harry Potter, c'est 8 films et c'est tout. Et 8 films, c'est pas grand chose au final dans une carrière. Alors que des rôles dans des séries, en fait, ce qui paye dans le doublage, c'est clairement pas les films, c'est les séries. Les séries, la longueur, ouais. C'est les séries. Ouais, des séries qui durent dans le temps, c'est ça qui paye le plus. Bien sûr. Et donc, il y a eu des rôles que j'ai pas eu, voilà, à cause de ça. T'as un exemple de rôle que t'aurais loupé pour ça? Ouais, mais je peux pas trop en parler, voilà. Mais je sais qu'il y a eu un très gros film d'un très gros réalisateur où il m'avait choisi. Parce que c'était à l'aveugle jusqu'à ce qu'ils se renseignent sur moi. Et quand ils ont vu que c'était moi et que c'est Kellyanne Blanc, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Kellyanne Blanc? Il a fait Harry Potter. Ah non, on peut pas le prendre lui. Alors qu'il m'avait choisi à la base, c'était moi. Ce qui est quand même un peu débile parce que si les gens te prennent à l'aveugle, c'est que c'est donc ta performance et ta voix qui plaisent. C'est ça. Et derrière, sur un CV, on va dire. Derrière, ils ont eu peur que ça fasse Harry Potter, alors que justement, j'avais fait tout un travail pour que ce soit un autre personnage, qu'on me reconnaisse pas et que ce soit vraiment un ton tellement différent que même si on peut reconnaître que c'est le même comédien, mais que c'est qu'on sorte du personnage, qu'on ne reconnaisse pas Harry Potter, qu'on reconnaisse peut-être Kellyanne Blanc, mais pas Harry Potter. Comme n'importe quel comédien, un Brad Pitt, il joue dans 3 et il joue dans Ocean Eleven. C'est des rôles différents et aucun souci, quoi. Ouais. Et en fait, moi, à la base, c'est un peu pareil pour le doublage, sauf que quand on a fait Harry Potter, c'est trop. Peut-être. Surtout qu'on connaît tous des voix qui sont bien plus marquées que la tienne. Oui, c'est ça, j'ai pas une voix non plus ultra reconnaissable comme un Benoît Alman, voilà, comme par exemple, un Richard Darbois, voilà, oui, c'est ça. Qui gardent leur rôle et on leur dit pas ah non, toi t'es Indiana Jones, je te mets pas dans Star Wars, par exemple. Ouais, mais c'est parce que Indiana Jones, alors même si j'adore l'œuvre et que c'est un succès incroyable et que même ça dure dans le temps, c'est pas aussi iconique qu'Harry Potter, quoi. Harry Potter, tout le monde a vu Harry Potter. Tout le monde des différentes générations ont vu Harry Potter et ça continue. T'attirer les foudres de gens parce que Indiana Jones, ça non, reste mais aussi, je sais. Non, mais bien sûr que c'est iconique. Bien sûr, évidemment que c'est iconique. Mais tu demandes à toute la nouvelle génération Indiana Jones, ils ont pas vu. Alors que tu demandes à l'ancienne génération, est-ce qu'ils ont vu Harry Potter, ils vont te dire oui. Ouais, tout à fait. Tout le monde a vu Harry Potter. Et tout le monde a vu Harry Potter en VF en plus. C'est un film familial et donc que tout le monde a vu en VF. Malgré le fait que même à une époque, surtout sur l'époque des derniers, il y a la VO qui commençait à faire beaucoup de bruit. Moi, je regarde en VO. Parce que Internet s'est développé pendant la diffusion des Harry Potter. Oui, clairement, c'est ça. Donc pendant les 4 premiers, on n'avait pas vraiment de VO. Non, c'est plus sur les derniers. Ouais. Mais sur la fin, tout le monde l'a regardé en VF, mais parce que c'est un film aussi familial et qu'on regarde comme ça en famille, et donc c'est en VF. Oui, même moi, je l'ai vu en VF. Ouais, c'est un film que vraiment les gens regardaient en VF au final. Donc d'un point de vue professionnel, ça a eu un impact donc sur des potentiels rôles. Oui. Il y a eu un petit break. Il y a eu, alors c'est
pas un break Ouais, parce que j'ai jamais arrêté complètement. C'est un peu nébuleux, j'avoue. Je sais Mais pas bien. c'est très flou ma vie. Non, c'est que sur Wikipédia, il y a marqué Kélian Blanc, infirmier. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment dans ma vie aussi où j'ai commencé le doublage, j'avais 10 ans. Donc en fait, j'ai connu le monde professionnel à 10 ans. Et tous mes mercredis, tous mes samedis de quand j'étais enfant, c'était pour faire du doublage. Donc il y a eu beaucoup genre d'anniversaires, de potes, ou de vacances, ou de choses où je n'ai pas pu aller parce que moi je travaillais déjà. Et en fait, vers la vingtaine d'années, j'ai eu la grosse remise en question que je trouve ressemble un peu à ce que vivent les youtubeurs en ce moment. Dans le sens où ils doivent se poser et se poser sur autre chose ou se poser ne plus rien faire. Et en fait, moi, il y a eu un moment, il a fallu que je me pose et je me suis dit, tiens, toute ma vie, ça va être ça. Donc, du coup, dans la société, réellement, à quoi je sers? Pas grand-chose. C'était toute une remise en question comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait m'ancrer un petit peu plus dans la société et de me dire que je pourrais aider si jamais il y a besoin ou quoi. Et en fait, c'est comme ça que l'idée d'infirmier est arrivée. Et j'ai passé le diplôme, j'ai fait mon diplôme d'infirmier. Et ça tombait en plus à un moment où je travaillais moins. Donc c'est tombé à peu près au même moment. Et donc j'ai passé mon diplôme d'infirmier. C'est comme ça que je suis devenu infirmier, que j'ai le diplôme. Mais là, ça fait un moment que j'ai pas travaillé avec infirmier, quoi. Mais en fait, ça m'a aidé durant le Covid. Puisque j'ai pu me sentir utile. En fait, ce diplôme, je l'ai passé pour ça. Ah, t'es intervenu pendant le Covid? En fait, tous les studios étaient fermés, donc j'avais pas de taf. Et en fait, c'était soit je restais enfermé chez moi, soit vu que j'ai le diplôme, je peux aller bosser. Et je peux aller aider les gens. Et il y avait toute une ferveur aussi au niveau des infirmiers, justement, et d'un peu sauver. C'était un peu ça, hein, de sauver les gens et d'être utile. Et donc, je suis allé bosser aux urgences beaucoup. Pendant le Covid pour utiliser ce diplôme déjà et me sentir utile. C'est pour ça que je l'ai passé. Et voilà. T'as été applaudi tous les soirs à 20h. J'étais applaudi. Alors ça servait. C'était pas pour ça, mais c'était plus intérieur. Hein. C'était plus sûr. mais voilà. Donc au moins, je suis très fier d'avoir pu participer à cette aide nationale à ce moment-là qui était un peu compliqué pour tout le monde. Donc voilà. Et moi, au moins, je pouvais sortir comme ça. Je pouvais aller faire mes courses devant tout le monde. Et ça, c'était fou, ça. Les avantages. Les avantages, il y a quand même des petits avantages. En fait, j'ai toujours fait du doublage. Il y a toujours eu des projets, même s'il y en avait beaucoup moins, une période de ma vie. Mais j'ai jamais vraiment arrêté. Il n'y a jamais eu une année où j'ai pas fait de doublage. Ça n'existe pas dans ma vie depuis mes 10 ans où pendant 1 an j'ai pas fait de doublage. Ça n'existe pas. Alors j'avais peu de projets, mais il y en avait quand même toujours à droite à gauche. Et effectivement, il y a eu un moment là où mon frère, qui lui a intégré la troupe de l'Aquarium de Paris pour faire des spectacles, où il a eu besoin de remplaçants et il m'a dit est-ce que ça te tente de venir nous dépanner quand on ne peut plus. Donc ça, c'était directement après... C'était après le Covid, ouais, c'est ça, un an après le Covid, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à répéter les pièces avec mon frère, à faire des pièces avec mon frère. Et c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. Enfin, c'est un comédien que j'apprécie beaucoup, mon frère, que je trouve très bon. Et donc ça fait toujours plaisir, en plus de travailler en famille. C'est toujours le petit plus, le petit bonheur. Donc après le Covid, quand tu as vu qu'il y avait l'opportunité de retourner un petit peu sur... donc soit du coup avec le théâtre avec ton frère. Ouais, c'est ça. Alors en fait, dans le doublage, moi, à partir du moment où j'ai goûté à la comédie, c'est devenu une vraie passion. Et j'adore ça. Et si je pouvais vraiment faire ça toute ma vie, mais je signe tout de suite parce que c'est un bonheur incroyable d'incarner différents personnages. Et c'est vrai que j'ai goûté ça grâce à mon frère et lui qui avait aussi besoin de remplaçants, mais c'est avec plaisir, quoi. Je viens. Du coup, c'était la première fois que tu faisais du théâtre avec ton frère ou... C'était la première fois que je faisais du théâtre avec mon frère, oui. Ok. Ouais, que je jouais une pièce avec lui à côté de lui, ouais. Et avant ça, c'était quand t'étais jeune plutôt Ouais, c'était plus quand j'étais jeune où j'ai fait quand même du théâtre. C'est dur de refaire les dates là, mais ça devait être au collège, lycée, quelque chose comme ça. Okay. Où là, j'ai fait quand même du théâtre de mon côté, sans mon frère. Et là, c'était l'occasion,
de le rejoindre. Mais ça faisait un moment en plus, t'avais pas. C'était jamais arrivé même qu'on joue ensemble. Oui, bah oui. Donc c'était avec grand plaisir. On fait des spectacles plus portés pour les enfants, avec une dimension un petit peu écologique. Il faut sauver la planète, il faut sauver les océans, parce que c'est avec l'Aquarium de Paris. et donc c'est plutôt très 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 sympa à faire. Et donc dès qu'il a besoin, il m'appelle, et si je suis dispo, donc encore maintenant. Encore maintenant, bien sûr. Ouais. Encore maintenant là, et il m'a demandé pour il y a pas longtemps, mais je pouvais pas parce que j'étais pas sur Paris, mais très très régulièrement, je les dépanne. Je les dépanne et je les aide, et puis ça me fait bosser aussi, hein, il faut le dire. Hein. En cette période en plus où il y a moins de taf, moi ça me fait bosser aussi. Donc c'est toujours, je prends, je prends aussi. Du coup, c'est une manière de jouer aussi complètement différente. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Le théâtre, en fait, ça n'a rien à voir. La base du doublage, c'est le théâtre, hein, clairement. Oui. Sans le théâtre, on peut pas faire du doublage. Pour moi, n'importe quel comédien qui fait du théâtre peut s'en sortir dans le doublage. S'il a appris la technique, s'il a appris... après, il y a une petite technique, voilà, de synchro, de rythme, et d'arriver à s'oublier, de pas jouer comme nous on veut, mais de jouer comme l'original. Ça, c'est la petite astuce en plus dans le doublage, mais il faut venir du théâtre pour faire du doublage. Donc quelqu'un qui fait du doublage, il arrivera au théâtre aussi, okay. Forcément. Parce que le doublage, pour moi, c'est un des arts les plus compliqués à réaliser, parce qu'en fait, on ne peut pas jouer comme nous on a envie. Au théâtre, on le crée le rôle, mais on le crée avec le metteur en scène, mais on le crée à partir de nous, ce qu'on a envie de créer aussi. Et alors que le doublage, on n'a pas le choix. Il faut respecter l'original, il faut respecter la VO, ce qu'a fait l'acteur. Il faut même respirer à la façon dont l'autre respire. Oui. Donc c'est vachement plus compliqué, je trouve. En fait, tu te calques à une personne. C'est ça. En fait, c'est du théâtre avec en plus des contraintes. Donc quelqu'un qui fait du doublage, pour moi, n'importe qui fait du doublage, qui arrive, qui est doué dans le doublage, qui est très fort dans le doublage, c'est soit qu'il a fait du théâtre avant, ou soit qu'il peut faire du théâtre. Ça va avec. On va terminer sur... en général, on a toujours une petite question d'actualité. Ouais. Bon, là, on a quand même beaucoup tourné dernièrement. Parlons des européennes, non ? C'est pas ça. C'est pas l'actualité. Non, on a beaucoup parlé de l'IA, de Pardieu, oui. De machin. Mais moi, j'aimerais revenir sur un truc qui est peut-être pas trop d'actualité, mais qui a eu un impact sur les ventes du jeu, notamment, qui aurait dû avoir un impact sur les ventes du jeu Harry Potter, mais qui n'en a pas eu, parce que le jeu a battu un record cette année de ventes aux États-Unis. C'est la première fois en 15 ans qu'un jeu est numéro 1 des ventes devant un Call of Duty. Ah oui, d'accord. Ça faisait 15 ans que c'était Call of Duty. C'était forcément Call of Duty. Donc là, Harry Potter a battu Call of. Et il y a eu, au moment de la sortie du jeu, encore une vague de protestations anti-J.K. Rowling, tout ça. Bien sûr. Cette polémique est arrivée évidemment bien après le doublage et la sortie des films. Oui. C'était fini, oui. C'était déjà fini. Ouais. Est-ce que on t'en parle ? Est-ce que tu as une position par rapport à ça ? Est-ce que tu t'en fous aussi ? C'est possible. En fait, c'est compliqué de se positionner, dans le sens où je sais pas. J'ai entendu toutes les histoires, mais je me suis pas renseigné sur réellement ce qui a été dit, ce qui a été tweeté, tout ça. Si effectivement elle a eu des tweets, alors c'était pas homophobe, c'était plus transphobe. Plus transphobe. Ouais, voilà, c'est ça. Je me désolidarise, c'était ça le mot que je cherchais. Dire l'inverse, j'ai eu peur. Ouais, je me désolidarise totalement de ce qu'elle a dit, et ce qui n'aurait aucun sens. Parce qu'en fait, j'ai entendu plusieurs versions comme quoi ces tweets en fait étaient ultra ironiques, dans le sens où elle se foutait de la gueule à qui elle parlait, et en fait qu'il y avait quelque chose, une notion de ça, vous me faites chier, du coup, je balance des trucs en mode, vous allez voir comment je peux remuer tout juste avec une phrase, quoi. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai pas les tenants et les aboutissants de toutes les histoires. Si réellement elle a fait un truc, évidemment que je me désolidarise, et ça n'enlève pas l'œuvre, mais je suis pas du tout ses courants de pensée à elle, quoi. Voilà. Je sais pas si t'as vu, tu as joué, hein, j'imagine Bien sûr que j'ai joué. Français ou anglais, tiens? J'ai fait français, j'ai fait Adeline. Non, c'était Adeline? Non.
Je crois que c'est Adeline Chetaille. Si, c'est Adeline, c'est Adeline, c'est ça, c'est Adeline. Et donc forcément, c'était la copine. Donc, parce que j'ai fait un homme avec la voix d'Adeline. Ah, ok, d'accord. Voilà, parce que justement, j'allais y venir, il y a un passage dans le jeu, après Olar, où il y a un bar. Et il y a une ou un barman, barmaid, je sais pas, qui en fait physiquement ressemble à une femme, mais qui a une voix d'homme. C'est carrément en contre-réaction à ça. Bien sûr. Donc c'était assez marrant de voir que c'est allé même jusque dans le jeu où on a dit bah tiens, on va mettre une femme avec une voix d'homme, histoire de bien d'appuyer, bien sûr. Mais en fait, à partir du moment où ils ont eu raison de faire ça, parce que à partir du moment où il y a une polémique, de prendre le contre-pied pour montrer nous. En gros, en faisant ça, ils ont dit, comme moi, on se j'arrive pas à ce mot. Désolidarise, oui, c'est ça. C'est la fin de la journée. On se désolidarise totalement de ce qu'a dit J.K. Rowling. Regardez, nous, il n'y a aucun souci, on met ça même dans le jeu. Voilà. Je pense que voilà, c'était le même principe et le même. C'est ce qu'ils se sont dit, quoi. On va mettre un pas de côté par rapport à ce qu'elle a dit pour essayer que ça touche pas le jeu, parce qu'évidemment que le jeu, il y a eu des milliers de personnes à mon avis qui ont travaillé dessus. Si on compte, ça doit être pas loin. Donc et qui ont rien demandé à personne et s'il y a pas de succès sur leur jeu, en gros à cause d'une personne qui n'a pas vraiment participé au jeu au final. Ce serait dommage pour eux aussi. Oui, donc, tout à fait. Ouais. Donc, si le jeu est bon, voilà, c'était ça surtout. Hein. Ouais. Et tiens, question subsidiaire. On a bientôt l'arrivée d'une série Harry Potter. Ça discute beaucoup, etc. Daniel Radcliffe a déjà annoncé qu'il ne participerait pas. Parce qu'il n'aurait aucun sens. De toute façon, il n'y a aucune raison qu'il participe à ça. Voilà. Parce que Hollywood est fait de rebondissements. Même si Daniel Radcliffe a dit qu'il ne reviendrait pas sur un rôle Harry Potter, imaginons dans 10 ans, ils nous refont encore une suite, et il revient. Mais s'il revient, moi j'y vais avec grand plaisir, évidemment, parce que le personnage Harry Potter, il me manque à moi aussi. Hein, pendant 10 ans, j'ai grandi avec lui, donc s'il pouvait revenir, moi, ce serait avec plaisir. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée qu'il revienne ? Non. Mais s'il revient, voilà, j'y vais avec plaisir. Mais par contre, c'est moi mon rêve secret, et je pense pas qu'il se réalise. Et jamais de la vie, c'est impossible. Mais moi qui veux aller dans la DA, si on me propose la DA de la série. Mais ce serait un bonheur incroyable et je connais l'univers par cœur et pour moi ce serait pas con de me filer la DA de ce. On peut lancer un appel. Ce serait pas con du tout. Hein, je connais tout par cœur. mais voilà, c'est mon petit rêve secret qui a très très peu de chances d'aboutir. Hein, mais on sait jamais. Bon, écoute, on sait jamais. On postera des petits mots pour ça. Voilà, vous savez que je connais tout par cœur. Je connais l'univers de fond en comble. Parfait. J'étais bien chouette cette petite heure là. Ah c'était génial. Hein. Avec plaisir. Bon, écoute, moi j'aime bien. J'aime bien discuter. Sabrina était là. Oh mon Dieu. Oui, moi je. Grand à chaque fois, je me disais, mais non, mais ça tombe quand moi je peux pas venir. Évidemment, il est là quand je suis pas là. Pour que tu sois là quand même. Bah oui. Il fallait. Tu pourras chambrer tes potes. Oui, là c'est prévu. Là, là c'est bon. C'est bon, c'est tout vu là. Ok, super. Moi si je peux faire kiffer aussi. Oh écoute, je suis avec comme plaisir. une enfant là. Tant mieux. C'était chouette, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. On va suivre ton évolution. Peut-être que tu seras DA sur le prochain Harry. On sait ce serait fou ça. Ce serait fou, mais ce serait bien. Ce serait bon. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Là, nous on est en fin de journée, donc on va rentrer chez nous tranquillement. Belle fin de journée. J'ai un petit train à prendre pour rentrer sur Paris, ça va être bien. Ça va pas du tout être trop tard. Petit dodo. C'est ça. Allez, à très bientôt. Salut. Salut à tous.